je vais vous proposer en fait une pratique toute simple, que certains d'entre vous connaissent déjà, et qui vont nous permettre d'aller au-delà des paires d'opposés du mental, pour justement reconnaître notre vraie nature. Et dans cette pratique, la phrase introductive est la plus importante, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence aux associations mentales. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que nous vivions cette expérience ensemble. L'histoire, elle est belle, enfin, si vous avez envie, on pourra la commenter tout à l'heure. Mais allons directement vers ce que nous sommes déjà, et au travers de cette pratique, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Donc je vais vous proposer 3 propositions. Vous choisirez en vous-même et par vous-même là où cela vous semble réel, vrai. Donc, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que vous êtes une femme, un homme, ou ni l'un ni l'autre? Est-ce que cette histoire que je vous ai racontée, donc sans faire référence à la mémoire, très important, sans faire référence à la pensée, est-ce que cette histoire-là que je viens de conter, est-ce qu'elle vous a intéressé ou est-ce qu'elle ne vous a pas intéressé? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que vous êtes plutôt voie progressive ou est-ce que vous êtes plutôt voie directe? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que vous sentez un manque quelconque en cet instant? Ou, sans la mémoire, est-ce qu'il n'y a aucun manque? Ou, toujours sans la mémoire, sans faire référence aux pensées, ni l'un ni l'autre?
Toujours sans faire référence à la mémoire ni aux associations mentales, prenez quelque chose qui vous a préoccupé le plus ces dernières heures, derniers jours, dernières semaines. Une expérience, une préoccupation, une inquiétude, un stress quelconque. Quelque chose qui dans votre vie a eu un certain impact ou une importance. S'il y a quelque chose comme cela. Donc sans faire référence à la mémoire, est-ce que cette chose, cette expérience est importante ou est-ce que ça n'a aucune importance ou, entre parenthèses, sans faire référence à la mémoire, fermez la parenthèse, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce qu'en cet instant, le mental est en paix, ou est-ce qu'il est agité, ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que vous avez une bonne santé en ce moment? Ou est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous en accord avec les politiques sanitaires ou êtes-vous en désaccord avec les politiques sanitaires ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre?
Prenez maintenant quelque chose qui vous a paru très injuste dernièrement, soit dans votre vie, soit dans votre entourage, soit dans le monde. Une décision politique, un événement, un meurtre, ou quelque chose que vous considérez en tout cas comme une grande injustice. Ou dans votre vie. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que vous savez ce qui est bien, juste? Ou est-ce que vous ne savez pas ce qui est bien et juste? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, êtes-vous éveillé à votre vraie nature maintenant? Ou êtes-vous ignorant de votre vraie nature maintenant? Ou, toujours sans faire référence à la mémoire ni aux associations mentales, ni l'un ni l'autre. Souvenez-vous de la réponse de Huineng au général Ming qui était venu d'abord pour se saisir de la robe du bol et qui finalement se jette à ses genoux, lui demande d'enseigner, il lui dit « Ne pense ni le bien, ne pense ni le mal, retourne-toi, le secret est là. » Dans d'autres versions, il dit ne pense ni à bien, ne pense ni à mal, montre-moi ton visage originel. Et d'ailleurs, cette phrase « quel est ton visage originel ?» est devenue dans la tradition zen, non-duel, bouddhiste, le bouddhisme zen, un des koans les plus cités depuis 1500 ans. On répertorie à peu près 1700 koans. Comme vous le savez sans doute, un koan est une petite phrase qui ne peut pas, à laquelle on ne peut pas répondre par le mental linéaire. Il faut sortir du cercle vicieux des pôles de dualité pour y répondre. Et la phrase « montre-moi ton visage originel » ou « quel est ton visage originel » ou « quel visage avais-tu avant que tes parents ne naissent ?» Il y a plusieurs variants. Et les koans aussi, ils ont des variants. Ils sont très très dangereux, pour le moins séparés. Alors, oui, montrez-moi votre visage originel. Est-ce que cette pratique, qui pour moi est la pratique entre guillemets, on dit pratique ici, c'est pratique pour donc révéler ce que nous sommes déjà. Et donc cette pratique, il me semble que c'est une des plus puissantes qui soit, parce qu'elle nous ramène immédiatement
vous me direz si c'est le cas pour vous, dans le ni l'un ni l'autre, puisque sans la mémoire, sans faire référence aux associations mentales, quelles que soient les préférences de la personne, les préférences politiques, sanitaires, sexuelles, culinaires, artistiques, esthétiques, etc., sans la mémoire, nous pouvons chacun en notre fort intérieur pressentir que sans la mémoire, c'est toujours ni l'un ni l'autre. Ce qui est passionnant et vraiment enseignant et transformateur dans cette pratique, c'est que le neti-neti que l'on fait traditionnellement en Inde, qui date de il y a 2700 ans au moins, puisque c'est la première occurrence, c'est dans la Brihadaranyaka Upanishad que ça apparaît, le neti-neti. Je signale pour ceux qui ne connaissent pas, ne sont pas familiers avec le sanskrit, en tout cas ce mot-ci, ça signifie ni ceci ni cela. Donc c'est une voie directe mais apophatique où on rejette tout ce qui n'est pas tout ce qui est impermanent, pardon, comme n'étant pas moi, puisque c'est une apparition-disparition. Donc les pensées, les sensations, les émotions, les couleurs, les odeurs, les parfums, les expériences, les désirs, les peurs, tout est rejeté comme n'étant pas moi, et à la fin de ce rejet où tout est rejeté, eh bien se révèle votre vraie nature, qui bien sûr est toujours ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce qui est différent dans cette pratique-là qui m'a été inspiré par à la fois Nagarjuna et Huineng, c'est le fait qu'il y a on appâte le mental dans les deux premières propositions. On aurait tendance à dire, évidemment, si on sent qu'on est éveillé à sa vraie nature, on dirait ben, je suis éveillé. Et si on sent qu'on n'est pas éveillé, on dirait non, je suis ignorant de ma vraie nature. Mais on ne peut pas dire je suis éveillé à ma vraie nature quelque part, parce que c'est encore une forme. C'est encore s'identifier à une forme, voyez-vous. Et donc, mais l'élan qu'il y a, peut-être, l'élan énergétique qu'il y a à se saisir d'une des deux propositions, l'élan de contraction que vous pouvez sentir peut-être légèrement dans le corps quand je vous dis est-ce que vous avez aimé cette histoire ou est-ce qu'elle vous a ennuyé? Peut-être qu'elle elle a ennuyé certaines personnes. Je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires aussi longues en plus. Mais alors, si vous aviez envie de dire elle m'a ennuyé et de vous poser là, vous ressentez une contraction dans le corps. Et c'est cette contraction dans le corps qui va vers une des deux premières propositions qu'on appelle l'ego. L'. C'est ça l'ego. L'ego, c'est une contraction autour d'une proposition. C'est une préférence. Une préférence donc qui amène toujours, alors bien sûr il faut être d'une grande sensibilité pour le remarquer, qui amène toujours une contraction dans le corps. Récemment, ça m'a permis d'écrire un petit mot rigolo sur Facebook. Je dis une pensée crue est moins digeste qu'une pensée qui n'est pas crue. Dès que vous croyez la pensée, il y a une contraction. Et donc, dans cette pratique que nous venons de faire, le fait qu'il y ait ou pas, d'ailleurs, mais chacun le voit pour lui-même, s'il y a une contraction, ça signifie qu'elle va être transcendée dans la troisième proposition. Parce que les disciples avancés sentent bien que c'est ni l'un ni l'autre. Bon, peut-être que certains se sont accrochés à une perspective, une des deux pôles de dualité, et c'est ok. Mais néanmoins, il y a une contraction qui est à reconnaître. Et donc le fait qu'il y ait cette contraction au départ fait qu'elle se guérit l'instant d'après. Vous voyez, c'est comme on fait sortir le loup du bois. Non pas pour le dézinguer, le loup étant le mental,
mais pour l'amener dans une transcendance, pour l'embrasser dans le ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, il embrasse tous les aspects les plus sombres ou les plus en apparence lumineuses de notre ego. Il embrasse tout, le ni l'un ni l'autre. Donc voilà pourquoi cette pratique me semble très profonde, beaucoup plus profonde et intéressante que le neti-neti tel qu'il est opéré dans l'Advaita Vedanta traditionnel. Un jour on pourra lire ensemble, il y a un poème extraordinaire qui a été écrit par Shankaracharya, un des grands maîtres de la non-dualité, qui a beaucoup commenté la Bhagavad Gita ou les Upanishads, 8e siècle, un des pères fondateurs de l'Advaita Vedanta. Et Shankaracharya, il a écrit ce poème, le Nirvana Shatkam. Nirvana signifie l'extinction, donc l'extinction du moi, parce que c'est le but de la non-dualité, c'est la reconnaissance de qui nous sommes vraiment, donc la fin de l'illusion. Et donc Nirvana, c'est l'extinction de l'illusion, d'être un moi séparé. Et Shatkam, je crois que ça veut dire 6, donc c'est des strophes, il y a 6 strophes en fait. Et donc dans chacune des strophes, il y a 4 vers, où dans les 3 premiers, il dit « je ne suis pas ceci, je ne suis pas les mantras, je ne suis pas la pratique, je ne suis pas la famille, je ne suis pas le corps, etc. » Et à la fin, il finit par dire « je suis béatitude, je suis Shiva, je suis Shiva ». Alors, comme il était shivaïste, il désignait l'absolu, le sans forme, le ni l'un ni l'autre, si vous voulez, par Shiva. Et ça, c'est parce qu'il était shivaïste. Il aurait pu dire je suis le soi. Et la béatitude, c'est Ananda, la félicité qui va avec cette reconnaissance. Mais donc, il fait une sorte de neti-neti traditionnel, vous voyez, et c'est très très beau. Mais je trouve cette pratique-là, où on appâte le mental, beaucoup plus intéressant pour nous, humains du XXIe siècle, qui avons plein de préférences en général, et qui n'avons pour la plupart d'entre nous certainement, enfin moi pas, suivi une voie de purification brahmanique, etc., voilà, avec des ascèses, etc. Voilà. Maintenant, je vous laisse la parole, en tout cas, poser des questions ou intervenir voilà, à votre guise. Autour, bien sûr, voilà, de cette clarté que révèle le ni l'un ni l'autre. Parce que, pour moi, ce qui se révèle dans ce ni l'un ni l'autre, c'est ni plus ni moins la paix, la joie, l'amour, la liberté de notre vraie nature. Alors, si les choses ne sont pas claires pour certaines personnes, bien sûr, vous êtes invités, c'est ça aussi dans un satsang, à exprimer voilà, votre non-alignement, votre désaccord, ou simplement si vous avez envie de partager votre vécu.